Gérard Bullens, quand vous repensez aux classiques, aux courses d'un jour de 2021, quel est le premier souvenir, la première chose qui vous revient en tête? Or, pour moi, c'est l'arrivée de l'Amstel Gold Race, en fait, où on doit attendre quand même de très, très longues minutes pour savoir qui l'emporte. L'intervention de la fameuse Ligue du Var, qui donne finalement la victoire à Wout van Aert devant Tom Pidcock. Mais c'était tellement serré que j'aurais voulu personnellement qu'on les mette ex aequo et qu'ils montent tous les deux ensemble sur la marche du podium numéro 1. Oui, et je pense que Van Aert a la réponse définitive quand il est dans l'attente aux interviews. C'est très très tard, on n'a quasiment jamais vu ça en vélo. Non, je pense que c'est un cas quasiment unique. C'est vrai que par le passé, au moment où la technique n'était pas aussi probante qu'aujourd'hui, on a classé des coureurs ex aequo. Mais aujourd'hui, c'était vraiment... on s'est demandé, je pense que j'ai commenté cela avec Rodrigo, on s'est demandé pendant de très très longues minutes qui avait gagné. Il y a eu une explosion évidemment de joie et de déception pour le perdant. Même on a hésité chez Ineos à déposer réclamation pour voir si la position de la caméra qui donne cette ligne, qui donne le résultat définitif, était bien placée, si l'angle était bon. Ça vous dit quand même que c'est quelque chose de très particulier et que c'est un souvenir très particulier. Je ne vais pas dire que c'est le plus beau moment de la saison, mais c'est ce que je retiens en premier lieu de cette saison. Et est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que c'est Van Aert qui a gagné? J'en sais rien, franchement. Je me suis posé beaucoup de questions sur le chemin du retour parce que l'Amstel, comme vous le savez, c'est aux Pays-Bas. C'est la grande équipe des Pays-Bas et Ineos, c'est une équipe anglaise. J'espère qu'il n'y a pas eu manipulation, mais les deux ensemble, ex aequo, ça ne m'aurait pas déplu du tout. Si vous avez peut-être une déception, quelque chose qui vous a un peu chipoté dans cette saison des classiques, ce serait quoi? Il y a deux petites choses en fait. C'est la faiblesse de l'équipe Jumbo-Visma autour de Wout van Aert dans les finales des courses d'un jour. Et c'est la finale du Tour de Lombardie où pour une première fois on a vu une tactique chez Quick-Step, de Koenig Quick-Step à cette époque-là, qui était encore assez douteuse puisqu'on avait un groupe de contre-attaque derrière Tadej Pogačar quand même intéressant, dans laquelle il y avait Masnada d'une part, mais aussi Alaphilippe, et que, vu la force de Masnada, qui est quand même revenu dans la descente sur Tadej Pogačar, et qui a hésité à le relayer pendant un certain temps, puis quand même, dans les tout derniers kilomètres, qui a relayé, je pense qu'il y a eu là une petite hésitation au niveau de la direction sportive qui m'a étonné. J'ai jamais imaginé que Masnada puisse battre au sprint Tadej Pogačar. On peut se dire qu'un sprint à deux, c'est particulier, mais on a vu déjà Pogačar, dans le cadre du Tour de France, faire de très très beaux sprints, Liège-Bastogne-Liège notamment aussi cette année. Je pense que là, il y avait autre chose à faire. Si on axe uniquement sur les Belges, Wout van Aert est l'homme de l'année, sans contestation, sur les courses d'un jour? Oui, je pense que c'est de très très loin le meilleur coureur. C'est vrai que sur un plan plus large, on a eu pas mal de vainqueurs différents, peu de vainqueurs belges effectivement. Lui, il en a remporté 2 et je pense que la victoire la plus marquante de Wout van Aert dans les courses d'un jour, c'est quand même Gand-Wevelgem, où il a pris la course en main et où, pour une fois, il a eu pendant presque toute la finale un équipier qui a fait un travail très important, qui n'est autre que Nathan Van Hooydonck, évidemment. Oui, et en fait, c'était sa première victoire dans une classique pavée flandrienne. Ça fait bizarre d'entendre ça, on avait l'impression qu'il en avait déjà gagné, mais non, en fait, c'était sa première victoire sur une classique flandrienne. C'est vrai que c'est sa première victoire sur une classique qui ne fait pas partie des monuments encore, alors que j'ai le sentiment que c'est un coureur, comme le dit Musset ou comme le dit Bonnen, qui doit être capable, et ce n'est pas donné à tout le monde, de remporter les 5 monuments, y compris le Tour de Lombardie, qui n'est pas le plus simple, Liège-Bastogne-Liège, qui n'est pas le plus simple, mais avec ce qu'il a fait sur le Ventoux, on peut imaginer qu'il en est capable, et je dirais même, avec ce qu'il a réalisé sur une étape du Tour d'Angleterre,
il n'est pas impossible qu'il puisse un jour, dans un très très bon jour, battre Alaphilippe sur le mur de Huy pour la Flèche wallonne. Est-ce qu'il y a souvent cette expression consacrée, l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que Van Aert, niveau belge, est un arbre qui a caché la forêt dans cette saison? Ou est-ce qu'avec la victoire de Stuyven à San Remo, la deuxième place de Vermeersch à Roubaix, on peut se satisfaire de ça au niveau belge? Se satisfaire, on n'est jamais satisfait parce qu'on aime voir nos compatriotes remporter de grandes courses. Ceci étant dit, si c'est l'arbre qui cache la forêt, je pense qu'il y a beaucoup de petits arbustes qui sont occupés à grandir. Laissons le bénéfice du doute sur le retour de Remco Evenepoel, qui a fait de belles choses, qui n'a pas toujours été au niveau d'avant la chute du Tour de Lombardie de l'année précédente, mais il y a du Van Wilder qui pousse derrière, il y a du Uijtdebroeks, il y a du Florian Vermeersch, il y a du Brent Van Moer. Je pense qu'on aura des satisfactions avec ces coureurs-là dans les 2 années à venir et que c'est sur cela qu'il faut miser. Maintenant, est-ce que Remco Evenepoel ou Uijtdebroeks sont des garçons qui vont se concentrer sur des courses d'un jour? C'est une autre histoire, mais je pense que Van Moer, Vermeersch notamment, et quelques autres doivent apparaître aussi. On va avoir Victor Kampenaerts qui revient à ses premières amours au niveau équipe, pas au niveau passion, puisqu'on sait qu'il a tout misé à un certain moment sur le record de l'heure, qu'il s'est rendu compte intelligemment que même si on détenait le record de l'heure, ça n'apportait rien du tout dans une carrière. Ici, il revient avec ce qu'il a vécu chez Assos Kubeka, et je pense que là, on peut avoir peut-être quelqu'un qui a le déclic pour aller gagner un monument. Alors, on a cherché le coureur éventuellement le plus déçu après cette saison des classiques. Je vous fais une proposition. Mathieu Van Der Poel, est-ce que c'est peut-être le coureur le plus déçu après cette campagne des classiques, en sachant qu'il a été battu par Asgreen au Tour des Flandres et qu'il a été aussi battu à Roubaix? Oui, je pense qu'il a toutes les raisons d'être déçu à ce niveau-là. Et je me demande si pour Mathieu, que je connais bien et que je connais particulièrement par son papa Adri, il n'y a pas eu un peu une dispersion cette année-ci avec cette grande idée d'aller décrocher la médaille olympique dans le cross-country en VTT, qui a été finalement un moment très malheureux pour lui, puisqu'il y a eu cette pirouette qu'il a faite, qui l'a blessé au dos. Le problème n'est toujours pas 100% résolu aujourd'hui. C'est vrai que le dos chez les Van Der Poel, son frère David connaît le même problème et son père l'a connu par le passé. Mais je pense que ça doit être le coureur qui est le plus déçu, parce que perdre le Tour des Flandres pour quelques millimètres, alors que l'on connaît ses qualités de sprinter et qu'on n'imaginait pas dans la finale, vous m'auriez demandé à 5 km de l'arrivée, j'aurais mis personne ne s'y attendait, une grosse pièce sur Mathieu et vraisemblablement rien du tout sur Asgreen, mais c'est comme ça, c'est un excellent coureur aussi. Et dans la finale de Paris-Roubaix aussi, j'ai été assez surpris. Il y a un tournant là, et je pense que pour lui, il doit y avoir une très très grande déception. En plus, cet accident, qui est un accident qu'il doit finalement inscrire à son propre chef, c'est sa propre faute, cette histoire de planche aux Jeux Olympiques, je pense que c'est le déçu de la saison. Alors l'équipe de Koenig Quick-Step gagne toujours autant, mais en fait elle ne gagne plus avec des coureurs belges. Ballerini a gagné le Nieuwsblad, Bennett a gagné au sprint à La Panne et Asgreen a gagné le 3 et le Tour des Flandres. Gagne toujours Quick-Step, mais plus avec des Belges. Je pense que ça participe aussi à l'internationalisation du vélo aujourd'hui. Vous avez dit, Van Aert, est l'arbre qui cache la forêt, avec un potentiel, un contingent typiquement belge. Si on fait la comparaison avec Lotto Soudal, eh bien on voit qu'effectivement, l'internationalisation fait en fait que si vous voulez gagner au niveau international, il vous faut des coureurs de haut niveau qui viennent de pays différents et que finalement l'équipe Lotto Soudal, si on veut continuer cette comparaison, est plutôt devenue une équipe de formation qui fait passer ces jeunes, et c'est une bonne chose que ça existe pour la Belgique d'ailleurs, qui fait passer ces jeunes au niveau du World Tour et qui envoie disparaître de temps en temps vers des formations plus fortes.
Alors on ne peut pas se remémorer les classiques sans oublier ce Paris-Roubaix de dingue avec presque on a envie de dire enfin de la pluie, parce que c'est vrai que les observateurs du vélo, on attendait un Paris-Roubaix pluvieux et boueux. On a eu des images là assez exceptionnelles. C'est vrai, là je pense qu'on a eu quelque chose qu'on n'aurait pas eu vraisemblablement si le Paris-Roubaix s'était déroulé traditionnellement le deuxième dimanche d'avril. Les conditions étaient particulières. On sait que les agriculteurs avaient commencé à enlever les betteraves. On a beau essayer de nettoyer les routes correctement. Vous savez comme moi que les routes de campagne, d'un jour à l'autre, peuvent être maculées de boue justement par le passage des tracteurs. Tout s'est bien passé dans la réalité. Il y a eu peu d'accidents, peu de coureurs gravement blessés sur ce Paris-Roubaix. Je pense quand même que la position de ce Paris-Roubaix a changé la donne. Paris-Roubaix au mois d'avril n'aurait pas connu le même vainqueur. Effectivement, Sonny Colbrelli était dans la période de sa vie. Après les championnats d'Europe, il s'est redécouvert. On avait découvert pendant l'été le Sonny Colbrelli, vous vous en souvenez, sprinter, grimpeur. Ici, il était magistral en fin de saison et effectivement, l'amener au sprint sur une piste, lui qui en a fait au Vigorelli quand il était jeune, c'était amener le vainqueur dans un carrosse d'or en fait. Les classiques, ce sont aussi les Ardennaises. Alaphilippe a gagné la Flèche Wallonne, Pogačar a gagné Liège et la Lombardie. Et il faut se souvenir aussi que Tadej Pogačar n'a pas pu participer à la Flèche Wallonne pour un cas positif dans son équipe. Quand on y pense, finalement, Pogačar aurait très bien pu aussi gagner la Flèche Wallonne. C'est l'homme des classiques ardennaises. Oui, je pense que la manière dont il a mené ces deux grandes victoires, donc Liège d'une part et Bergame d'autre part, le Tour de Lombardie, c'est assez remarquable au Tour de Lombardie, qui est l'épreuve la plus proche de nous, la manière dont il met tous les favoris dehors dans la dernière ascension, c'est impressionnant. La façon dont il résiste, la façon dont il gère sa finale. J'ai eu l'occasion de lui parler pendant quelques minutes par après. Il m'a dit, j'ai jamais eu peur de Masnada, j'étais sûr de mon coup, j'étais sûr que j'allais le battre au sprint. Peut-être un peu prétentieux, mais la manière y est, et je pense que c'est un coureur qui va encore nous apporter de très très beaux moments à l'avenir. Malheureusement, il est slovène, pas belge, mais il faut accepter que le spectacle soit beau. En parlant de spectacle, vous vouliez aussi revenir sur la course de Julien Alaphilippe au championnat du monde. Ça, c'était quelque chose aussi. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que, bien sûr, on était chez nous, bien sûr, il y avait cette ferveur populaire, bien sûr, la Flandre et la presse aussi pensait que Wout van Aert serait imbattable. Je pense que Wout était un peu déjà au bout de ce rouleau à ce moment-là. On l'a vu aussi dans Paris-Roubaix d'ailleurs. Et on a eu une finale programmée. Je pense que l'équipe de France a très très bien joué son coup et surtout que Julien Alaphilippe était supérieur, avait calculé ce qu'il allait faire, il le savait. Ça a réussi, je trouve ça merveilleux, avec ce petit bémol de la bière qu'on lui a lancée et de la manière dont on l'a chahuté, quelque chose qui n'est pas du tout à sa place dans le cyclisme. Alors on va sortir la boule de cristal maintenant pour essayer un peu de préfacer cette saison des classiques 2022. À quoi on peut s'attendre? On a beaucoup parlé du trio fantastique en 2021, Van der Poel, Alaphilippe, Van Aert. Est-ce que finalement maintenant ça ne va pas devenir un quatuor avec un Pidcock? À quoi on peut s'attendre? On a déjà vu de quoi était capable Pidcock, qui est finalement bon dans toutes les disciplines dans lesquelles il participe. On l'a vu à la Flèche Brabançonne, on a vu que là aussi, il y a eu ce sprint assez serré, mais où il l'a emporté par rapport à Wout van Aert. Je pense que Pidcock sera davantage un coureur que vous allez pouvoir apprécier sur les classiques du type Wallonne, justement, et sur les grands tours, parce qu'il a gagné un Baby Giro. Il a dans la tête aussi, il l'a déclaré la semaine dernière, dans la même année, de décrocher 3 maillots de champion du monde, le VTT et le cyclocross qui ne nous intéressent pas directement aujourd'hui, mais aussi la route. Ça me paraît fort prétentieux quand même pour un petit bonhomme comme lui, mais on ne sait jamais. Je pense qu'il y aura ce quatuor, mais que dans ce quatuor, on risque effectivement d'avoir une situation un petit peu différente,
Dans la généralité, on a dit tout à l'heure que De Koning Quick-Step, qui deviendra de nouveau Quick-Step pour l'année prochaine, était dominant. Avec les transferts qui ont été réalisés autour de Wout van Aert, on a bien compris que Wout devenait l'homme des classiques chez Jumbo-Visma et qu'on voulait l'entourer. On a vu Van Hooijdonk l'année dernière à Gand-Wevelgem, viennent d'arriver Laporte, le couple Tisch et Tosh, Tisch Benoot qui vient d'arriver en dernière minute, Tosh van der Sande qui était un des meilleurs coureurs cette année-ci comme équipier de l'équipe Lotto-Soudal. Je pense qu'on peut avoir une vraie rivalité ici entre les hommes de Lefebvre et les hommes de l'équipe Jumbo-Visma, avec cette caractéristique, c'est que Jumbo-Visma, ce n'est pas une équipe belge, c'est une équipe néerlandaise, mais le leader est belge. Donc ça ne me déplairait pas de voir de bons combats entre ces deux équipes. Dernière chose, Gérard, 2022 devrait être logiquement la dernière saison de Philippe Gilbert, dernière campagne des classiques, donc aussi pour lui. C'est un fameux coureur de classiques qui va disputer sa dernière saison. C'est vrai, c'est un fameux coureur de classique qui va nous quitter. C'est un Wallon aussi, ce qu'il ne faut pas oublier. Et les coureurs wallons ne sont pas légion dans le peloton, surtout à ce niveau-là. Je pense qu'il nous a apporté énormément de satisfaction. Et le rêve, évidemment, ce serait qu'il puisse encore remporter une grande victoire. On connaît un peu Philippe, il ne va pas s'épandre là-dessus maintenant, mais il a certainement un plan. Il était bien à la fin de la saison dernière, peut-être pas suffisamment bien que pour remporter de grandes victoires. Je pense que sa non-sélection pour un championnat du monde dans notre pays lui est restée un peu sur l'estomac et qu'il nous prépare une fin de saison, une fin de carrière même, un peu en feu d'artifice. On sait qu'il en est capable, on va voir comment il va gérer ça, on va voir s'il va aller aussi au bout de la saison ou si justement il y a un plan secret que je suis impatient de découvrir avec lui évidemment.